Bonjour à tous et à tous, cette vidéo portera sur un récap du secteur des métaux industriels, du bois de construction américain et des engrais chimiques. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que cette thèse d'investissement se base sur cette relation entre les commodités ou les matières premières par rapport au marché américain. Ici, j'ai mis au graphique une division des commodités par le marché américain, donc toutes les commodités ensemble divisées par le marché américain, et on voit qu'il y a ce cycle des commodités qui est assez méconnu. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on est très sous-évalué par rapport au marché américain. L'investisseur malin va reconnaître ça, va vouloir acheter des commodités ou des véhicules d'investissement axés sur les commodités, pas cher à cet endroit-là, et de les vendre ici quand ça sera très cher par rapport au marché américain. Le but est d'acheter pas cher et de vendre ici, d'acheter le marché américain. Donc vous pouvez démultiplier, vous voyez comment on peut démultiplier ses revenus, son capital, en jouant ce jeu des ratios entre classes d'actifs. La façon dont je structure mes récaps de la semaine, c'est que d'abord je vais vous montrer le prix en dollars des commodités intéressantes, et je vais aussi vous montrer d'un point de vue ratio pourquoi certaines commodités sont plus ou moins évaluées par rapport à d'autres. Ici j'utilise beaucoup les ratios entre les commodités et l'or, ou les ratios entre les commodités et le marché américain, pour voir ce qui est sous-évalué, pour ensuite faire potentiellement un achat sur certaines compagnies. En termes de dollars, on peut voir qu'il y a eu une continuation de cette cassure vers le bas. Je vais être encore plus près pour vous voyez. Il y a eu une sorte de contraction de prix en montée, ce qui veut dire potentiellement qu'il y a une cassure vers le bas. Ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on se retrouve dans cette zone ici, pour ensuite repartir vers le haut. Et pourquoi je suis aussi confiant sur le fait que, au court terme, c'est pas très important, que les jours vers le bas, ok, c'est très bien pour nous parce qu'on peut acheter les compagnies. Pourquoi c'est, je suis pas très inquiet à ce niveau-là. Eh bien, on peut voir, si je prends le cours du minerai de fer, je divise par le cours de l'or, on obtient une toute autre vision que la plupart des gens ne connaissent pas. C'est cette relation entre les commodités et l'or. Et je vous rappelle que l'or est aussi une commodité. Donc elle fait partie de ces grands cycles que je vous ai montré tout début de la vidéo. Elle fait partie de ce grand cycle-là. Donc elle est en soi sous-évaluée par rapport au marché américain. Et déjà, donc là vous prenez l'or qui est sous-évalué par rapport au marché américain. Et vous savez que l'or est une valeur monétaire très puissante. Elle a été utilisée pendant des milliers d'années. Et surtout, elle perd pas de sa valeur chaque année comme le dollar. Donc en soi, utiliser le dollar comme étant une valeur, un gage de la valeur de quelque chose, est une erreur fondamentale à mon avis. À mon avis, il vaut mieux utiliser, par exemple, l'or pour jauger si quelque chose est sous-évalué ou surévalué. Dans ce cas-là, on peut voir que le minerai de fer est sous-évalué par rapport à l'or. Donc le but principal est d'acheter des véhicules d'investissement sur le minerai de fer parce qu'apparemment, comme on le voit au graphique, c'est très sous-évalué par rapport à l'or. Donc l'investisseur malin va reconnaître ça, va vouloir investir dans des véhicules d'investissement pour pouvoir retourner vers la moyenne, potentiellement surperformer par rapport à l'or. Donc vraiment, pour que vous compreniez bien ce que je vais expliquer, c'est que le minerai de fer s'inscrit aussi dans les commodités. Ça fait partie c'est l'une des commodités sur laquelle on peut faire démultiplier son revenu. Et l'or est un peu la commodité centrale, mais qui a une valeur monétaire assez puissante. Donc on peut utiliser l'or comme étant la valeur de gage réelle, et on peut donc faire des ratios de ce genre-là, et voir ce qui est sous-évalué ou surévalué. Dans ce cas-là, le minerai de fer est sous-évalué. Je vais vous montrer la première compagnie que j'ai déjà recommandée la semaine dernière, mais que je continuerai à acheter personnellement. Donc voilà, Kumba Iron Ore, qui est une compagnie en Afrique du Sud. D'un point de vue graphique, c'est excellent. On voit une cassure, il y a une tendance générale vers le bas, cassure vers le haut, et retest potentiellement sur cette zone de support ici. À cet endroit, au cercle là, je pense que c'est un bon endroit où acheter. Personnellement, je déploierai du capital si vous voulez une compagnie de minerai de fer. Le fait que le minerai de fer est cassé vers le bas, au court terme, c'est un très bon gage du fait qu'il faut acheter en ce moment. Personnellement, je vois ça, ça me donne envie d'acheter. Autre point intéressant, au-delà du fait que la compagnie est très bien d'un point de vue graphique, c'est aussi le fait que c'est une compagnie d'Afrique du Sud. Donc il y a un jeu à faire sur le cours de la monnaie d'opération locale, qui est le rand africain, sud-africain, par rapport au dollar. On peut voir ici que, là d'un point de vue purement graphique, on voit qu'il y a une cassure, tendance générale vers le haut, ça dépend si on l'a fait ici ou ici, mais on voit qu'il y a une tendance générale qui a été cassée, donc une consolidation à ce niveau-là. Ça ne m'étonnerait pas que le prix
fur et à mesure, fasse un petit bout de chemin et continue vers le haut. Ce que je vais illustrer avec ces deux autres graphiques ici, c'est qu'il y a une relation sur le fait que ce pays, l'Afrique du Sud, est un pays exportateur de minerais. Sa monnaie locale est très liée au cours d'export des minerais et autres matières premières. Donc, en soi, là, je vais vous montrer, on voit le platine. Je vous rappelle que l'Afrique du Sud est un très grand producteur de platine. Ici, on voit les minerais de fer. L'Afrique du Sud est aussi un producteur de minerais de fer. Juste à titre d'information, on peut voir qu'il y a une certaine corrélation entre la monnaie sud-africaine et le cours du minerai. On peut voir ici, j'ai mis un petit exemple. Ces deux lignes verticales, on peut voir qu'il y a une augmentation de la monnaie sud-africaine du fait qu'il y a eu une augmentation du cours de ces deux matières premières en dollars. Et ce jeu des ratios, ce jeu des cours de la monnaie locale par rapport au cours du dollar est très puissant, notamment dans tous les pays exportateurs de minerais. Ça concerne l'Australie, ça concerne le Canada ou le Brésil par rapport au pétrole. Donc j'ai tout intérêt à investir dans des compagnies qui se situent à l'international, qui se situent en Australie, au Canada, etc. Donc en soi, combat Iron Ore, il y a un effet de levier double. Alors l'effet du fait que le minerai de fer va augmenter en termes de dollars, donc la compagnie va surperformer, et aussi l'effet que la monnaie, donc les coûts d'opération sont en rand africain, et s'il y a une explosion du prix de la commodité qu'elle exploite, il y aura un réinvestissement en utilisant le rand sud-africain. Donc le minerai de fer se vend en dollars, une grande partie des coûts de combat Iron Ore est en rand. Donc si le rand se renforce grâce au boom des commodités, l'effet est encore plus positif sur les résultats en monnaie locale. Donc en gros, vous allez faire beaucoup d'argent si vous achetez Kumba Iron Ore. Et c'est ce que moi je joue sur ce jeu des leviers. Surtout aussi le fait que le minerai de fer va augmenter en termes de dollars. Si vous voulez jouer au cours de la monnaie locale, à ce jeu d'échange des monnaies, il y a aussi le fait de jouer sur Seed, qui est une compagnie de Brésil. Le Brésil est aussi une monnaie, le réal brésilien est une monnaie liée à l'exportation de commodités. Pardon. Et Seed est une compagnie, à mon avis, qui est très bien située pour bénéficier de ça. On peut voir déjà qu'elle a beaucoup de leviers, on peut voir la montée et descente de prix par rapport au minerai de fer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que cette compagnie-là est très très peu chère. Et sachez qu'il y a un peu plus de risques qu'avec Kumba Iron Ore. Et oui, sachez aussi que ce ne sont pas des conseils d'investissement. C'est tout ce que je fais là, c'est ce que moi je ferai. Faites ce que vous voulez avec votre argent. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est que cette compagnie assez grande, mais ce que vous voyez ici, c'est qu'elle n'a pas fait d'argent. Parce que le minerai de fer, je vous le rappelle, était assez bas ces dernières années. Pas en 2022 ou en 2021, mais en 2025-2026, le prix du minerai de fer est très bas. Vous êtes en gros en bas du marché du minerai de fer, c'est là qu'il faut acheter. On est une chaîne contrarienne, on veut acheter quand les gens n'en veulent pas, on ne veut pas suivre la masse. Les ratios, les graphiques nous disent que le minerai de fer est pas cher. Il y a aussi le fait que le réal brésilien par rapport au dollar américain est situé en gros au bottom, vraiment à l'extrême bas, et potentiellement une cassure vers le haut. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. On peut voir ici que le réal brésilien par rapport au dollar américain, il y a eu une cassure générale vers le bas qui a été cassée vers le haut, et une consolidation du prix à cet endroit-là. Sachez que, vous allez me dire, oui, mais le Brésil c'est très instable, il y a beaucoup de soucis politiques, etc. Sachez que le Brésil n'a pas été plus ou moins stable ces dernières 6 années, pourtant il y a eu une consolidation du prix par rapport au dollar américain. Je pense sincèrement qu'il faut faire abstraction des news ou encore de la politique, etc. Et il faut se baser sur les graphiques. Les graphiques nous disent ils nous donnent une meilleure image de ce qui se passe réellement, outre ce que les gens pensent, ou la philosophie de quelqu'un, ou la politique de quelque chose. Ça, à mon avis, ça n'entre pas beaucoup en jeu. Ce qui entre en jeu, c'est les graphiques. Et les graphiques, en gros, je pense qu'il y a une suprématie des graphiques. Et on peut voir, la manière dont on peut voir ça, c'est que les graphiques sont une surimposition de la psychologie de masse. Donc la psychologie des foules qui est surimposée sur un graphique. Ici, j'ai mis en bas le cours du pétrole. Je vous rappelle que le Brésil est un grand exportateur de pétrole, notamment la compagnie Petrobras, que je détiens aussi dans mon portfolio. On peut voir que le cours de la monnaie brésilienne est lié au cours du pétrole.
Ici, j'ai mis le cours de la monnaie brésilienne et la compagnie dont je viens de parler, SID. On peut voir qu'il y a une certaine corrélation entre le prix de la compagnie et le cours de la monnaie brésilienne. On est vraiment situé très très bas pour la compagnie. Il y a des risques de banqueroute, donc mettez pas un très grand pourcentage. Mais sachez que une grande somme d'argent, les grandes sommes d'argent se font avec justement des risques. Donc ici, il y a un risque de banqueroute assez élevé. Cette compagnie-là a des dettes. Mais quand je viens de vous faire un exposé que les minerais de fer, potentiellement, très grande probabilité que ça va augmenter dans le futur, d'un point de vue ratio en termes de dollars, ou encore d'un point de vue ratio avec le marché américain. Donc, je ne mettrai pas le même pourcentage d'investissement que Kumba Iron Ore dans Seed, mais Seed, ça reste quand même mon portfolio à moi. Personnellement, j'ai entre 0,90 et 1% de mon portfolio dans Seed. Et sachez que si la compagnie fait 20 fois, 30 fois l'investissement, vous voyez que ça peut faire une très grande part de votre portfolio dans les années qui viennent. Je vais dire, mais c'est impossible, comment tu peux faire 20 ou 30 fois? C'est justement avec ce genre de compagnie qu'on peut faire 20 ou 30 fois. Je vais vous montrer la petite information. Vraiment, au minimum, en 1999, 1998, dans ces eaux-là, c'était aussi l'un des points les plus bas au niveau du cycle des commodités par rapport au marché américain. Si vous avez acheté style à ce moment-là, et vous avez vendu en 2008, au pic des commodités, vous voyez le retour qu'on vous avez espéré. C'est quand même assez extraordinaire. Ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse quelque chose de similaire, potentiellement casser carrément ce haut ici, dans les années qui suivent vers là. Ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on fasse un retour vers ces eaux-là. Autre compagnie que j'ai aussi recommandée dernièrement, c'est Grange Resources, et ça c'est une compagnie australienne. Donc je vous invite aussi à faire vos propres recherches d'un point de vue. Je vais vous montrer que la monnaie brésilienne est axée sur les commodités, mais c'est aussi le cas pour l'Australie, notamment le charbon. Et donc il y aura aussi un jeu au niveau de la cour de la monnaie locale par rapport au dollar dans ces investissements, notamment dans Grange Resources. Et Grange Resources est très peu cher par rapport aux autres compagnies. Elle a peut-être un peu plus de risques, moins de risques à mon avis que Seed, mais vous voyez que déjà elle fait de l'argent. C'est un peu une anomalie parce que sa compagnie fait de l'argent, mais vous allez voir d'un point de vue statistique, le price to book ratio est de 0,15. Ça veut dire que vous achetez 15 cents sur la valeur liquidative de 1 dollar de la compagnie. C'est quand même extraordinaire. Et je possède 2% de mon portfolio dans Grange Resources. Entre 1,5 et 2%. Et on peut voir aussi que d'un point de vue nombre de parts, la compagnie ne fait pas un rachat, ne fait pas une dilution de parts à mort, donc vous ne perdez pas de l'argent à ce niveau-là, et c'est assez stable dans le temps. Cette compagnie-là n'a pas de dette, et l'anomalie que que je veux vous montrer, c'est que cette compagnie-là possède des avoirs. Vous avez le total asset, c'est-à-dire que ce qu'elle détient, elle détient 1,44 milliard, je pense en dollars, un dollar australien, d'avoir. Alors que cette compagnie-là a vraiment une capitalisation de seulement de 156 millions. C'est un peu une anomalie. Personnellement, je veux cette compagnie-là dans mon portfolio. Vous voyez aussi, dernier point, avant que je passe aux prochaines commodités, on peut voir qu'il y a le nombre de closely held shares, ça veut dire que les parts détenues par les exécutifs, les intérêts privés de la compagnie, vous voyez qu'il y a moins de free float shares, c'est-à-dire les parts ouvertes à l'achat par nous. C'est-à-dire que cette compagnie-là, les gens ont beaucoup à perdre, les intérêts privés ont beaucoup à perdre si cette compagnie-là va faire banqueroute. Donc ils ne veulent pas ça. Donc c'est aussi un gage du fait que peut-être moins de risques à ce niveau-là. Ok, passons à un autre secteur que j'aime bien aussi, c'est le cuivre. Le cuivre est très important, un des minéraux industriels, l'un des plus importants. C'est très utile pour l'électrification. Et qu'est-ce qu'on peut voir ces derniers jours, qu'il y a une tendance générale au court terme qui était vers le bas. On est retour à cette zone de support qui était résistance, potentiellement pour continuer vers le haut. Même si ça va descendre vers le bas ici, ça reste une très bonne zone d'achat pour certaines compagnies. D'un point de vue ratio par rapport à l'or, on se situe toujours au-dessus de cette zone de support-résistance. On peut voir qu'on fait potentiellement un retest sur cette zone de support ici, avant de repartir plus loin. Et pour vous voyez, ceux qui ne l'ont pas vu encore déjà,
c'est qu'il y a une relation assez sympa entre le cours du cuivre et l'or. On peut voir qu'on est très sous-évalué. Même si, en point de vue dollar, on pense que le cuivre est très cher, qu'il ne faut pas l'acheter, que c'est un mauvais investissement, et on voit qu'en point de vue dollar, en point de vue or, c'est un bon investissement parce que c'est sous-évalué. Je vais vous montrer l'aluminium et le nickel avant de vous montrer les compagnies que je recommande. En gros, dans les mineurs diversifiés, les compagnies minières de cuivre. Mais tout d'abord, d'un point de vue dollar, l'aluminium, il y a eu une continuation du haut depuis que la dernière vidéo. On a rencontré une résistance, un cassure vers le bas ici. Ça ne m'étonnerait pas qu'on essaie de se consolider ici avant de repartir vers le haut. Mais c'est très fort, c'est fort possible, je ne sais pas parce que ce sont des... Tout ce que je ne peux pas prédire l'avenir. Tout ce que je dis, ce sont des probabilités. Et je fais que des spéculations au court terme. Au long terme, j'ai plus confiance sur le fait que le ratio va se contracter par rapport à l'or et qu'il y aura une surperformance de l'aluminium. Si vous voulez vous diversifier et investir dans l'aluminium, je continue à recommander Century Aluminum Company, mais sachez qu'il y a de meilleurs investissements et sachez aussi que ce ne sont pas des conseils d'investissement. Mais en ce moment, il y a des meilleurs investissements, à mon avis, notamment dans le minerai de fer ou encore le cuivre, avec une compagnie que je recommande souvent, c'est Ivanhoe Mines, que je vais vous parler dans un instant. Il y a aussi le gaz naturel, le charbon, qui sont très sous-évalués par rapport à l'or. Et à mon avis, de meilleurs investissements à l'instant T par rapport à l'aluminium. L'aluminium est un peu cher en ce moment. Vous voyez déjà que cette compagnie-là a très bien augmenté. Et que si vous aviez acheté en 2025, vous avez déjà fait un retour assez fulgurant. Quoi qu'il en soit, passons au nickel. Le nickel a fait, j'ai spéculé qu'une continuation vers le bas pour potentiellement faire un retest sur cette zone de support ici. Ça dépend vraiment comment vous faites cette zone de support, peut-être la faire plus près à ce niveau-là, mais en gros, cette zone-là est sympathique pour l'achat de compagnies qui opèrent dans le nickel, mais vous voyez déjà qu'on a déjà bien augmenté par rapport à avant. Le meilleur endroit où acheter le nickel, c'était vraiment à cet endroit-là, plutôt que d'acheter maintenant. C'est pour ça que je dis qu'il y a des meilleures opportunités, notamment au charbon ou au gaz naturel, qui sont vraiment sous-évalués. Mais quoi qu'il en soit, si vous comptez acheter du nickel et que ça vous intéresse et que vous voyez que le nickel est potentiellement une bonne zone d'achat à cet endroit-là, parce qu'on fait quand même une zone de potentiel retest à cet endroit-là, en gros, il faudrait acheter une compagnie qui suit le cours du nickel, et je pense que l'une des meilleures compagnies pour faire ça, c'est Vale. Et vous voyez que le fractal, ou on va dire que la corrélation au niveau du prix est assez forte, vous voyez qu'elle est en gros la même mouvement de prix que le minerai de nickel. Donc si vous voulez compter diversifier dans le nickel, Vale en vaudrait peut-être la peine. Et vous voyez, voilà, ce que je vais vous montrer ici, c'est Vale. D'un point de vue graphique, c'est assez sympa. On a, je pense, à mon avis, une sorte de bottom à cet endroit-là. Et vous voyez qu'il y a quand même une similitude par rapport aux autres compagnies que je recommande en ce moment, notamment dans le minerai de fer, c'est qu'il y a toujours cette tendance générale vers le bas qui est cassée vers le haut. J'appelle ça ça s'appelle les falling wedges. C'est pas moi qui l'ai nommé, mais ça s'appelle les falling wedges et c'est un pattern assez bullish. Souvent, il y a une cassure vers le haut, retest, et ensuite on repart vers le haut. Ici, on a cassé sur ces zones de support, pardon, résistance. Donc on a cette structure ici, et retour à la zone de support ici. Je pense que c'est un bon endroit où acheter Vale. Pour que vous le sachiez, je ne possède pas Vale dans mon portfolio. Et personnellement, en ce moment, j'achèterais plutôt Ivanhoe Mines. Ivanhoe Mines, c'est aussi une compagnie de platine, de cuivre et de nickel, donc elle est diversifiée. Et à mon avis, Ivanhoe Mines en vaut plus la peine d'un point de vue un de ses avoirs, qui est une des plus grandes mines de cuivre au monde. Avant que je vais plus loin, je peux vous parler un petit peu plus de Vale, parce que si vous voulez l'acheter, vous pouvez peut-être en savoir plus à ce niveau-là. Sachez déjà qu'il y a moins de l'effet de levier, c'est une compagnie qui est assez grande. Vous voyez que l'augmentation de prix potentielle est moindre par rapport notamment à Kumba Iron Ore, la première compagnie que j'ai recommandée. Et si on va dans les statistiques, on va voir, oui, c'est une très grande compagnie. Elle fait aussi un très bon dividende si ça vous intéresse. Vous voyez que d'un point de vue free float shares, il y a beaucoup de parts libres, ce qui n'est pas forcément bien, mais c'est pas très important. Je peux aussi vous montrer que cette compagnie-là, elle fait beaucoup d'argent, donc elle n'a pas de problème d'argent, elle en fait, elle produit des minéraux, notamment beaucoup de nickel. D'un point de vue statistique,
il n'y a pas une dilution à mort des parts, il y a notamment un rachat de parts. C'est peut-être sympa. Et le price to book ratio est à 1,55, ce qui n'est pas le meilleur, mais c'est pas très grand non plus. Ok, j'ai mis Ivanhoe Mines, la compagnie que je recommanderais d'acheter en ce moment, par rapport à Vale. Et on peut voir que Ivanhoe Mines est située au court terme, elle est moins évaluée que, on va dire qu'elle est sous-évaluée par rapport à Vale. Cet endroit-là, je pense que ça reste une bonne zone d'achat. Vous voyez qu'on est déjà moins haut par rapport si on se situe vraiment sur Vale. Je vais pas passer plus de temps sur Ivanhoe Mines, je la recommande dans presque toutes les vidéos parce que c'est une compagnie très sympathique d'un point de vue graphique, d'un point de vue avoir qu'elle détient, et c'est potentiellement que, oui, il y a une cassure à Valo, potentiellement une zone de retest à cet endroit-là. Je serai un acheteur si ça revient à cet endroit-là. Et j'ai acheté tout le long ici, là. Et là. Moi, ça m'intéresse, cette compagnie, elle me plaît beaucoup, elle a un très bon avoir d'un point de vue cuivre, et elle est très diversifiée, elle vend aussi du platine. Et je vous invite à voir la dernière vidéo que j'ai fait sur les métaux précieux. On peut voir pourquoi c'est très intéressant d'acheter Ivanhoe Mines, parce qu'elle suit le cours du platine, alors qu'elle détient un avoir en cuivre très conséquent, l'une des meilleures mines au monde. Ok, passons à un autre secteur important, qui est le bois de construction en Amérique. Moi, je suis situé en Amérique, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le marché américain. Parce que c'est sur ce quoi je vois moi, ce qui m'atteint moi, et aussi surtout le fait qu'on peut avoir des données intéressantes. Allez trouver un futures market pour le bois de construction en France, mais bonne chance. Alors qu'en Amérique, on peut voir ces informations-là, notamment sur TradingView, qui est le logiciel que j'utilise. On a spéculé que ça continuerait vers le bas suite à la cassure de cette zone de support pour le bois de construction américain. Ça ne m'étonnerait pas qu'on essaie de faire potentiellement une consolidation aussi avant de repartir vers le haut. Pourquoi je suis si confiant que le bois de construction va continuer vers le haut, c'est qu'il y a aussi une relation entre le bois de construction et l'or. Je ne suis pas le premier à avoir vu une relation entre le bois de construction et l'or. C'est quelque chose qui est connu, mais plutôt méconnu. Et certaines personnes connaissent ce ratio, mais on peut voir qu'il y a une relation entre le bois de construction et l'or. Et ça correspond à ce qui est en vogue en ce moment, si le marché immobilier est en vogue. Et ce qu'on peut voir ici notamment, c'est que vous prenez lumber to gold ratio en vert fluo, vous voyez qu'on est en ce moment pas cher du tout en ce moment. Donc ça veut dire que le bois de construction est pas cher. Donc par définition, on peut aussi espérer que le marché de l'immobilier est pas cher. Vous allez me dire, mais comment moi je peux prétendre que le marché de l'immobilier est pas cher? Les prix sont partis vers le haut et on attend tous un crack. On attend tous que ça se casse la figure pour acheter des appartements ou des maisons pas chères. Mais je vais faire un exposé à un instant qui va vous montrer le contraire. Tout d'abord, premièrement, on peut se baser sur aussi un ratio qui est assez méconnu, la relation entre le prix moyen d'une maison ou l'index de prix d'une maison en Amérique par rapport à l'or. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est situé à une évaluation qui est très très basse historiquement. C'est cette ligne-là avec les candlesticks. Il faut voir qu'on est situé très très bas, et je vous rappelle c'est après 2008, on a eu cette zone ici qui était très très bas aussi. Mais regardez où on est situé en ce moment, on est très très bas aussi. Ça correspond à tendance, il y a une corrélation assez forte avec le marché du bois de construction. Vous voyez ici, on est très très bas. Dans les deux cas, le bois de construction en vert fluo, celle-là ici, et le marché, le price index en Amérique, pour une maison, divisé par l'an. Donc en soi, l'investisseur va reconnaître ça et va se dire, ok, l'immobilier est pas cher, malgré tout ce que les gens disent, c'est pas cher, et malgré que le fait qu'en dollars, c'est quand même, ça a explosé, et bien en termes d'or, et ben c'est pas cher. D'autant plus, il y a aussi d'autres points importants qui peuvent soutenir mon propos, c'est le fait qu'il y a un surplus, il y a un déficit de maisons en Amérique. Ça n'a toujours pas été résolu, les gens sont en recherche de maisons, et vous remarquerez que c'est très différent de ce qu'il y a eu en 2008-2007. Premier point, et aussi dernier point, le nombre de défauts sur la dette immobilière des gens, les gens qui font un défaut, eh bien, on est au plus bas niveau historiquement, l'un des niveaux les plus bas historiquement.
Donc moi, ça me prédispose à dire que dans l'immédiat, il n'y aura pas une cassure du marché de l'immobilier. On n'est pas dans la même situation qu'avant, et il se peut très bien qu'on continue 3 à 5 ans, continuation vers le haut des prix de l'immobilier. Donc attendez-vous, personnellement, si vous êtes, notamment si vous êtes investi dans le marché immobilier américain ou nord-américain, qu'il y aura une continuation du prix de l'immobilier vers le haut. Donc en soi, ce que je veux illustrer ici aussi, c'est que si vous faites prêter attention trop aux news, à Twitter ou X, ou ce que les gens disent, etc., ça ne vaut pas trop la peine. Je me base personnellement sur les ratios et sur les graphiques. Les graphiques, il y a une suprématie des graphiques. Et tout ce que les graphiques nous disent, l'image qu'elles produisent, euh, sont de meilleure qualité que tout ce que les gens peuvent dire sur Twitter, etc. Les gens disent oui, mais ça va se casser la figure, le marché immobilier est foutu. Et bien, sachez que si on se base sur les graphiques, c'est pas le cas. Donc moi, je me base sur les graphiques. Ok. Je vais vous montrer que potentiellement, l'investissement dans les bois de construction ou l'immobilier est une bonne chose à faire en ce moment, si on espère donc une augmentation du prix. Vous pouvez jouer sur ce jeu-là, les marchés immobiliers, en achetant des compagnies qui soit construisent les maisons directement. Donc, je peux vous en montrer. On va commencer par ça plutôt, ça va peut-être plus facile. Une compagnie que je détiens dans mon portfolio qui s'appelle AGI Homes. Vous voyez qu'on est déjà d'un point de vue graphique sous-évalué, et cette compagnie-là construit des maisons. On va aller dans Financials, Statistics. On peut voir que le Price to Book Ratio, ici, 0,64, vous achetez 0,64 sur la valeur liquidative de la compagnie. On peut voir notamment qu'elle n'a pas fait dilution de parts depuis 2019. Donc c'est très bon gage du fait que la compagnie fait attention à vous. On peut voir que cette compagnie-là fait de l'argent. Et cette compagnie qui fait 1 milliard en gros de valuation. Autre compagnie que je possède aussi dans mon portfolio, c'est Ovnian Enterprises. Enterprises. Et il faut voir aussi, d'un point de vue graphique, c'est moins avantageux que LGI Homes. Vous voyez qu'on a déjà continué pas mal vers le haut, mais ça reste, à mon avis, un bon endroit où acheter. Et de manière similaire à LGI Homes, ou à Statements, oui, elle fait de l'argent. Statistics, elle est un peu plus surévalué que LGI Homes. Vous voyez que le price to book est de 1,16 sur 1$ la valeur liquidative. Ce qui est sympa aussi avec Ovninian, c'est que il y a eu un rachat dernièrement de parts, et aussi que le nombre de parts est assez petit. C'est-à-dire que vous avez potentiellement un squeeze vers le haut. Je continue aussi à recommander les compagnies forestières qui produisent du bois de construction en Amérique du Nord. J'ai recommandé Interfor Corporation. Ces 4 dernières semaines, j'ai recommandé Interfor. Je trouve que ça a déjà bien augmenté. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté une grande part de votre portfolio dans Interfor, je ne sais pas si je continuerai à rajouter dessus, mais à vous de voir. Vous voyez qu'il y a ce pattern potentiel, le Livermore Accumulation Pattern, et je pense que si tu as cet endroit-là, c'est fort possible qu'on peut s'augmenter vers le haut, de manière assez fulgurante dans les années qui suivent. Ça, c'est la première compagnie de bois de construction que je recommande. Sachez, ce ne sont pas des conseils d'investissement, mais moi je la possède dans mon portfolio. Elle a bien augmenté déjà, elle fait presque 4% de mon portfolio. Ok, passons à une autre compagnie que je détiens aussi dans mon portfolio de bois de construction, qui est Western Forest Products. Elle a plus de levier que Interfor. Du coup, le fait qu'elle a augmenté dernièrement, je ne pense pas que c'est un très gros souci, vu qu'elle a beaucoup plus de levier, mais elle a un peu plus de risque que Interfor. Et sachez que toutes ces compagnies que je recommande là, dans le marché du bois de construction, sont très sous-évaluées. Le price to book ratio est très très bas dans ces compagnies-là. Les gens n'en veulent pas. Et vu que nous, on est contre rien, on veut acheter ces compagnies-là. Parce que les gens n'en veulent pas, et justement, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Autre compagnie que j'ai déjà parlé aussi, qui est Canfor, et elle a moins de levier qu'Interfor ou Western Forest, mais vous voyez que d'un point de vue graphique, c'est assez sympa, on se situe environ au même endroit où elle a commencé à casser. Donc ça reste, à mon avis, mon endroit où acheter. Enfin, je continue à recommander aussi la compagnie Payfake au marché de l'immobilier. Valai, qui est une compagnie qui se base sur
une des portions de la compagnie se base sur la production de dioxyde de titanium qui entre en jeu dans les peintures. Et la peinture est liée au marché de l'immobilier, au marché de la construction de l'immobilier. On peut voir qu'un point de vue graphique, c'est très sympa. On est situé très bas par rapport au haut de 2008, où c'était, je vous rappelle, un des meilleurs endroits. 2010, 2013, un des meilleurs endroits pour les commodités. On se situe très bas. On a eu dernièrement, je vais faire un peu plus petit, cassure, vraiment à très court terme, donc vous ne fiez pas forcément à ça, mais sachez que dans cet endroit-là, ça reste un bon endroit à acheter, Valley. Autre compagnie que j'ai sur mon radar, vous sachez que Valley, je l'ai dans mon portfolio, environ 2,5%, mais sachez que j'ai aussi cette compagnie-là sur mon radar qui s'appelle Tronox Holdings, qui est aussi un jeu sur le titanium dioxyde. Et vous remarquez que sur un point de vue graphique, c'est assez sympa, on est assez bas par rapport au haut d'avant. Vous remarquerez qu'en 2020, si vous prêtez attention à ce que je dis depuis le début de la vidéo, le 2020 c'était un des meilleurs endroits où acheter les commodités en général, parce qu'on était vraiment très sous-évalué par rapport à l'or. On peut voir, genre de retour, SPS et compagnie-là. En ce moment, on est situé environ au même endroit, d'un point de vue ratio, marché immobilier, marché du bois de construction et marché des commodités en général par rapport à l'or. Donc, pour moi, ça reste un bon endroit où acheter. Sachez que cette compagnie-là a beaucoup plus de, à mon avis, plus de risques. Je ne possède pas ces compagnies dans mon portfolio. J'ai déjà assez de compagnies qui jouent sur le titanium dioxyde. Enfin, j'en ai une, c'est VHI. Et je pense qu'elle a moins de risques que Tronox. Mais si vous voulez vous diversifier dans le titanium dioxyde, ben, allez-y dans cette compagnie-là si vous voulez. Ok, passons au dernier segment de la vidéo qui se base sur les engrais chimiques. Les engrais chimiques sont liés au cours des denrées, des commodités, les soft commodities qu'on appelle en anglais, qui sont les commodities qu'on peut pousser, qu'on peut faire comment dire, quand on est fermier, on peut pousser ces commodités-là. Donc par exemple, le maïs, le premier panel ici, le deuxième c'est le blé, et le troisième c'est le soja. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça suit la tendance générale des commodités en général, qui a une cassure de la tendance générale vers le bas, vers le haut, ici, continuation, potentiellement pour repartir vers le haut. Première compagnie que je continue à recommander, c'est une compagnie Mosaic, une compagnie américaine, qui se base sur des engrais chimiques un peu plus traditionnels. On peut voir, d'un point de vue graphique, c'est très sympa. Je le mettrai en semaine. J'ai mis en bas juste le prix du soja pour vous voyez un peu la corrélation du prix de la compagnie et le prix du soja. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des cassures, et potentiellement une cassure bientôt ici, partir vers le haut. Je détiens aussi Mosaic dans mon portfolio. Ensuite, l'un qui en vaut plus la peine à mon avis en ce moment, vu qu'il y a une cassure vers le bas, j'avais spéculé qu'on pourrait faire potentiellement résister à ce prix, tendance générale vers le bas, résister ici, potentiellement repartir vers le haut, surtout qu'on a cassé vers le bas. C'est vraiment un rappel pour vous que je ne connais pas l'avenir. Ce que je dis, ce sont que des probabilités, et au court terme, je ne peux pas prédire l'avenir. Personne ne peut prédire l'avenir au court terme. Et au long terme, mais il y a de plus grandes chances que vous pouvez prédire au long terme. En gros, il y a eu une cassure vers le bas, très bonne zone d'achat à cet endroit-là. Personnellement, je continuerai à accumuler LXU à ces endroits-là, si j'avais du capital à déployer en ce moment. Et LXU, qu'est-ce qui est très important avec LXU, c'est que, ou LSB Industries, c'est une compagnie qui produit de l'ammoniac. L'ammoniac est les gens disent que c'est potentiellement une source d'énergie assez forte dans le futur, notamment avec le transport de bateaux et le transport par bateau. Et LSB Industries, elle a pour projet de faire en sorte que les bateaux puissent utiliser l'ammoniac comme étant source d'énergie. C'est potentiellement une énergie verte qui, à contrario des autres énergies vertes comme le solaire, etc., a peut-être plus de chances à vraiment faire de l'argent et à survivre. Parce que, je vais vous le rappeler, qu'il y a des coûts à la construction de panneaux solaires, d'éoliennes, etc. Et il faut miner tous ces minéraux, miner le cuivre pour électrifier tout ça. Et donc, je ne pense pas personnellement qu'on va pouvoir faire une transition énergétique vers le vert. Mais quoi qu'il en soit, l'ammoniac est un potentiel atout dans la transition énergétique que les gens pensent va arriver. Donc moi, je veux une part de une part de ce gâteau. Je veux avoir un petit peu de LSB Industries dans mon portfolio. Autre point intéressant,
qui est assez méconnu entre les engrais chimiques et le secteur de l'énergie, notamment avec le gaz naturel et le charbon. Parce qu'il y a aussi une relation entre le gaz naturel et le charbon. Mais en gros, il y a une corrélation positive entre le prix du gaz naturel et des engrais chimiques. Parce que beaucoup de procédés pour la production d'engrais chimiques passent par la production de gaz naturel. Donc il y a une corrélation sur le long terme, et ça se joue sur plusieurs lieux, notamment on voit ici en Europe, et aussi au Moyen-Orient et en Inde. Ici vous pouvez voir la relation entre le prix du charbon et le prix des engrais chimiques. Je vais vous montrer que le gaz naturel a une relation positive avec les engrais chimiques. Donc, on peut voir l'investisseur malin qui s'intéresse au ratio va reconnaître que, ok, le gaz naturel, si on divise par l'or, est sous-évalué. Et sachant qu'il y a une corrélation forte entre les engrais chimiques, notamment l'ammoniac et le gaz naturel, on peut donc espérer une augmentation du prix des engrais chimiques et de l'ammoniac dans le futur, d'un point de vue purement ratio, si on se base sur le ratio gaz naturel et or. Et à titre d'information, ici c'est le ratio entre charbon et or. En vue de la relation entre charbon et gaz naturel et la relation entre gaz naturel et engrais chimiques, on peut donc espérer, à mon avis, un effet de levier assez conséquent sur le prix des engrais chimiques. C'est pour ça aussi que je joue plutôt sur les engrais chimiques plutôt que d'acheter des compagnies qui produisent du soja, du maïs, etc. Voilà, donc ça conclut la vidéo de récap sur les engrais chimiques, le bois de construction et les métaux industriels. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse et à mettre un pouce bleu. Merci.